Voilà, on va tout de suite commencer. Bonjour à tout le monde. Voilà. Euh, j'ai un petit souci là. Voilà. Voilà, on est parti. Goedemorgen allemaal en sorry voor de vertraging. Voilà, le point presse de cette semaine. Donc ici, vous voyez déjà un très joli chalet qui a été installé au plaisir des Verts, donc pour également informer les différentes personnes pour justement la vaccination et autres aspects de la gestion du Covid. Et donc, qui a été fait ensemble avec BME, donc jolie réalisation. Donc, un petit point donc, sur la situation épidémiologique, le testing, tracing et la situation vaccinale. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc, on voit que pour toute la Belgique, la situation semble se stabiliser. Malgré ça, on voit quand même encore que dans notre région, l'incidence continue quand même encore à augmenter, donc le nombre de cas positifs. On est maintenant à 1439 cas positifs par 100 000 personnes sur 14 jours. Avec ces chiffres-là, on reste la province qui a le taux d'incidence le moins élevé de toute la Belgique. Mais par contre, avec un taux d'incidence qui continue quand même encore à augmenter et avec une valeur R qui reste plus ou moins stable, autour de 1,13, avec donc des tests qui augmentent encore, avec donc plus que 11 000 tests PCR qui sont faits par jour. Avec ça, donc il faut toujours ajouter plus ou moins 2 000 tests antigènes qui sont encore réalisés. Et pour les tests PCR, donc un taux de positivité qui continue aussi encore à légèrement augmenter, donc à 13,1%. Pour rappel, donc pour la Belgique, on est à plus que 16%, donc on est toujours en dessous du reste du pays. Mais donc quand même des chiffres qui continuent encore à augmenter, avec donc les tranches d'âge entre 30 et 49 ans qui sont clairement les tranches d'âge où on trouve le plus de cas positifs pour le moment. Au niveau des hospitalisations, ça reste plus ou moins stable pour le moment, autour de 400 personnes hospitalisées en région bruxelloise. Les soins intensifs continuent aussi à légèrement augmenter encore. Il y a quand même 99 personnes qui sont en soins intensifs pour le moment. Et donc, un taux d'occupation des soins intensifs à 37% pour Bruxelles versus 40% pour la Belgique. Donc là aussi, un peu en dessous de la moyenne de la Belgique. Par contre, donc, les 37%, c'est pas vraiment en ligne avec la réalité. On voit qu'il y a de plus en plus de lits qui sont occupés et de moins de lits qui sont disponibles à cause aussi d'autres raisons, donc manque de personnel et autres qui font qu'il y a moins de lits en soins intensifs qui sont encore disponibles. Et au niveau des décès, on est à plus ou moins 5 décès par jour à déplorer. Donc là, on est plus ou moins à un niveau constant. Tandis que pour le reste de la Belgique, on est en augmentation encore. Dus als we kijken naar de epidemiologische situatie, dan zien we dus dat Brussel eigenlijk nog altijd de provincie blijft met dus de laagste incidentiegraad en dus eigenlijk de beste cijfers. Maar ondanks dat toch ook nog altijd in stijging. En dat is een beetje, we zien dus eigenlijk in Vlaanderen vooral en ook een beetje in Wallonië, dat de infecties toch wat aan het stabiliseren zijn. Terwijl dat we zien dat ze in Brussel nog verder aan het stijgen zijn. Met dus een incidentie nu die op 1439 ligt. Dus positieve gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. Met de testing nog altijd wel toenemen. Met dus meer dan 11.000 testen per dag die worden gedaan.
waarbij nog een aantal antigeentesten moeten toegevoegd worden, ongeveer 2000 per dag. En dus met een positiviteitsratio die ook wel blijft stijgen, die nu op 13,1% zit voor de PCR-testen. Die dus nog altijd lager ligt dan het gemiddelde in België, dat dan op 16 ligt, maar toch nog altijd een beetje aan het stijgen is. Dus blijf toch altijd nog wel voorzichtig zijn, zeker in de Brusselse context. En dus we zien dus dat de infecties, zoals u links kan zien, zich voornamelijk binnen de categorie van de 30 tot 49-jarigen situeert. Op het niveau van de ziekenhuisopnames blijft het ongeveer stabiel. Zitten we aan een 400-tal ziekenhuisopnames in onze regio's. In onze regio, de intensieve zorgen zijn nog wat gestegen. Daar zitten we nu op 99 personen in intensieve zorgen in de Brusselse regio. Dus dat is een bezettingsgraad van 37% ten opzichte van 40% voor gans België van de intensieve zorgen. Maar dus een cijfer dat eigenlijk in realiteit dus eigenlijk een hoger percentage is, want er blijven dus nog zeer weinig bedden ter beschikking, omdat er ook dus een tekort is aan personeel om die bedden goed te kunnen verzorgen. De sterfgevallen blijven constant, waarbij we gemiddeld zitten aan een 5 sterfgevallen per dag over de afgelopen periode, waar dus in gans België wat aan het stijgen is. Over de Omicron gaan we heel kort zijn. We hebben daar afgesproken dus dat de communicatie over de verschillende gevallen en zo verder gebeurt door het commissariaat en door KU Leuven Emmanuel André, die daar de zaken coördineert. We kunnen daar alleen meegeven dus dat wij ook in het Brusselse bezig zijn met een zeer diepgaande contacttracing, om ervoor te zorgen dus dat we proberen om zo goed mogelijk na te gaan van waar dat die varianten binnenkomen. En zo goed mogelijk ook proberen natuurlijk de tracing uit te voeren, zodat de mensen waarvan vermoed wordt dat zij de Omicron-variant hebben, dus dat wordt gedetecteerd doordat er een S-gen drop-out is, dat die ook al onmiddellijk worden gecontacteerd. En als dus die cases ook bevestigd worden, wordt er nog mee verder gegaan. En op die manier proberen we dus die personen en hun contacten zo goed mogelijk in isolatie te houden, om zo goed mogelijk ook proberen de snelheid van de verspreiding van het virus tegen te gaan. En anderzijds ook nog beter te begrijpen waar die Omicron vandaan komt en hoe ver dat die al verspreid is. En om ook beter te begrijpen of alle verschillende parameters, hoe dat die daardoor beïnvloed worden. En dat bedoelen we naar besmettingsgraad toe, naar hospitalisaties en andere. Donc, au niveau de l'Omicron, on a vraiment convenu avec tous les partenaires qui sont impliqués donc, de ne pas communiquer sur les cas spécifiques. Donc, c'est suivi par le commissariat et par Emmanuel André, donc au niveau du KU Leuven. Qui est le labo de référence qui a été assigné pour le coordonner. Et donc, on peut juste dire que aussi dans notre région, donc, on fait vraiment un suivi très, très, très poussé de ce variant. Et donc, dès qu'il y a des personnes qui ont pour lesquelles on a une suspicion d'être un variant Omicron, et donc on va le détecter, c'est tous les labos qui participent pour le faire, pour voir s'il y a un S-germ dropout. Donc, et si on a des tests comme ça, on va tout de suite contacter les personnes, leur demander de vraiment respecter très bien l'isolement, de faire un contact tracing très élargi déjà, et ensuite, dès que les cas sont confirmés, donc de continuer cet exercice. Donc, avec ça, on espère vraiment pouvoir quand même un peu diminuer la vitesse avec laquelle le virus est ce variant est en train de se répandre. Et deuxièmement, donc aussi de mieux comprendre d'où vient ce variant, est-ce qu'il est déjà bien répandu, oui ou non, et quels sont les paramètres, donc est-ce qu'il est plus, est-ce qu'il va contenir plus de monde, oui ou non, est-ce qu'il y a plus d'hospitalisation, oui ou non, est-ce que les vaccins vont bien encore fonctionner, oui ou non, etc. Donc ce sont des investigations qui sont en cours pour le moment. Donc, si on regarde alors au niveau du test and trace, donc on a déjà montré plusieurs fois, c'est grave. Donc, on a toujours notre capacité de test qui est toujours disponible, qui continue à tenir la route. Donc, même avec 11 000 tests PCR par jour, on peut encore tenir le coup avec les différents centres de tests qui sont en place. Avec donc la demande également donc, de prendre rendez-vous pour être sûr aussi d'avoir les tests au bon moment. Et à côté de ça, donc, on a pas mal de pharmacies, 200 pharmacies pardon, qui proposent également des tests antigènes dans notre région et ça fonctionne également très bien. Donc, comme c'est devenu assez compliqué, on a essayé de schématiser un peu
les différentes possibilités donc pour faire des tests, etc. Et donc pour les personnes qui sont symptomatiques, depuis quelques semaines, on a maintenant l'outil d'auto-évaluation qui est en place et donc où les gens peuvent aussi compléter un questionnaire avec lequel donc on peut, si on a des symptômes donc du Covid, on peut obtenir un code pour faire un test donc dans un centre de test, un laboratoire ou chez un pharmacien. Et donc, avec le code qui est généré, on peut donc prendre rendez-vous sur notre plateforme ou bien appeler le call center ou bien aller chez un pharmacien pour avoir un test antigène. Si on est asymptomatique, hein, donc, et là aussi, on pense quand même qu'avec les virus qui circulent, etc., que c'est judicieux de quand même également faire un self-test, donc un autotest, au moment qu'on va quand même visiter les grands-parents, si on voit des personnes donc vulnérables, si on va faire quand même une petite fête dans un plus grand groupe, etc. C'est quand même pas mal de faire un autotest qui sont disponibles en pharmacie et depuis quelques jours aussi en grande surface. On peut également toujours faire un test antigène par la pharmacie ou un test PCR en centre de testing, payant ou non payant, dépendamment évidemment du cas spécifique. Et sachant que les tests PCR restent les tests qui sont le plus sensibles et donc avec un taux de certitude qui est le plus élevé, suivi par les tests antigènes qui sont faits par le pharmacien. Et alors l'autotest, si il est bien fait, on peut toujours, on peut aussi toujours compter dessus. Il faut savoir alors que c'est un moment instantané qu'on a le résultat de ce test-là et que ça ne veut peut-être pas dire qu'on est test négatif aujourd'hui, que demain on ne peut pas être positif et qu'il faut très bien exécuter ce test. Et donc ça peut être aussi expliqué par le pharmacie pour être sûr aussi qu'on a un bon résultat. Et donc, quand on a fait le test, l'autotest et le résultat est positif, ou la même chose avec un test antigène. Donc, c'est conseillé quand même de faire un test PCR pour être sûr aussi que le résultat est bon. Et donc, justement, certainement directement se mettre en isolement. Dus eigenlijk een kleine samenvatting dus van de testen wat er vandaag gebeurd is. Dus we hebben nog altijd onze testcentra die zeer goed functioneren en waarbij we dus die 11.000 testen per dag voor een heel groot stuk aankunnen. Naast de labo's en dus de huisartsen die ook wel een aantal testen afnemen. Er wordt nog altijd aangeraden om zo goed mogelijk een afspraak te maken op voorhand bij een van de testcentra. En daarnaast zijn er dus ook een 200-tal apothekers in het Brusselse waar men ook een antigeentest kan laten afnemen. Voor symptomatische personen is er dus de auto-evaluatietool die is opgezet geweest, waarbij dus een kleine enquête kan ingevuld worden en waarbij dus indien iemand symptomen heeft ook een testcode wordt gegenereerd. Met die testcode dus kan er dan een afspraak gemaakt worden op onze website of kan via het callcenter ook een test worden gereserveerd of men kan dus ook naar een apotheek gaan om zich te laten testen. Als men asymptomatisch is, en dan zijn er ook verschillende mogelijkheden, autotesten, antigeentesten of PCR-testen, afhankelijk van de case waar men zich mee bevindt. We raden toch aan, gezien er toch nog wel wat contacten zijn en het virus toch wel circuleert, om als je een zwakkere persoon gaat opzoeken of als er een kerst- of eindjaarsfeestje is met wat meer mensen, om toch een autotest uit te voeren. Die kan dus gekocht worden in de apotheek en sinds enkele dagen ook in de supermarkten. We kunnen ook altijd nog gaan voor een antigeentest dus bij de farmacie of een PCR-test in het testcentrum. En dus die testen zijn al dan niet betalend in functie, dus als ze voorgeschreven is, zal ze niet betalend zijn. Als ze niet voorgeschreven is, dan valt die ten laste van de persoon zelf. Als we zo'n autotest doen, moeten we weten dat die minder betrouwbaar is dan een antigeentest. En een antigeentest minder betrouwbaar dan een PCR-test. Maar als die autotest ook goed wordt uitgevoerd, dan is het toch een goede indicatie voor de momentopname. Het wil niet zeggen dat je vandaag negatief test, dat je morgen ook negatief bent. Maar op het moment dat je je dan afneemt, geeft het toch een soort van indicatie. En ze moet natuurlijk op de goede manier worden uitgevoerd, waarbij dus de apothekers ook de zekere uitleg kunnen geven. Eén keer dat die autotest dan toch positief zou zijn, dan wordt er onmiddellijk gevraagd omdat de persoon zich in isolatie zet en dan toch ook wel een PCR-test laat afnemen, om op die manier ook zeker te zijn dat het juist is. En ook ervoor te zorgen dus dat ook de COVID-safety-ticket en andere ook helemaal in orde zijn en dat de contact tracing kan opstarten. Donc ici, vous voyez juste
et le self-assessment tool qui est disponible donc sur sat-info-coronavirus.be. Il y aura aussi un lien prochainement donc à partir du Corona Alert app, hein, et où justement tout le monde peut donc faire une auto-évaluation et donc obtenir un code test si la personne est symptomatique. Et donc, on a vu que depuis le lancement de l'outil, qu'il y a quand même une bonne utilisation. On voit quand même que les taux de positivité pour les gens qui reçoivent un code correspondent bien avec le taux de positivité des personnes symptomatiques. Donc, ça veut dire qu'il est bien utilisé. Et à Bruxelles, donc, il y a plus ou moins 3% de tests qui sont faits sur base de ce self-assessment tool. Pour la Belgique, c'est plus ou moins 5%. Ça sans doute lié aussi avec le fait qu'on a plus de possibilités, hein, donc aussi d'aller vers des pharmacies pour des personnes symptomatiques et également donc la possibilité de faire une prescription dans le centre de test même. Mais donc, quelque part, c'est un bon outil qu'on peut certainement bien utiliser. Dus hier het self-assessment testing tool die je dus terugvindt op coronavirus.be, die binnenkort ook gaat gelinkt worden met de Corona Alert app. En waarbij dus we sinds het opstart toch een goede evolutie zien, waarbij we zien dus dat de positiviteitsratio ongeveer dezelfde is als voor de symptomatische gevallen. Wat dus betekent dat vooral symptomatische mensen zijn die een code krijgen en die ook gaan gebruiken. En we zien ook dat dat ongeveer 3% van de testen uitmaakt voor het Brussels grondgebied, ten opzichte van een 5% voor gans België. En dat zal waarschijnlijk ook wel gelegen zijn aan het feit dat onze bevolking ietsje minder digitaal is. Maar anderzijds ook dat er volledig veel mogelijkheden zijn voor mensen met symptomen om zich naar de apotheker te begeven of naar een testcentrum waar dan het voorschrift wordt gemaakt. Donc, il y a ici également une nouvelle procédure pour le tracing, hein, où maintenant, donc, depuis la semaine passée, quelqu'un qui teste positif au Covid va recevoir donc un SMS. Et donc, avec cet SMS, la personne peut directement renseigner les contacts à haut risque dans un outil online, hein. Et également, donc, à côté des contacts à haut risque, également, par exemple, les collectivités où la personne a été. Avec ces moyens, donc, on veut permettre aux gens qui sont bien digitalisés, qui ont l'habitude de travailler avec des outils informatiques, de pouvoir renseigner eux-mêmes donc tous les contacts et les lieux où ils ont été. Et de cette manière-là, donc d'un côté, accélérer le processus donc pour les gens qui peuvent tout de suite encoder le nom de leur contact à risque, et de l'autre côté, permettre aussi au call center de pouvoir faire moins d'appels, ce qui était surtout demandé par la Flandre et la Wallonie. Et où également les personnes qui ne le font pas vont toujours être appelées par le call center. On n'a pas encore des statistiques, donc ça a été lancé depuis jeudi passé, et donc on attend aujourd'hui ou demain les premiers résultats de cette manière de travailler, où on pense que justement ça peut être un très bon complément au travail qui est fait par le call center pour les personnes donc, qui sont bien connectées et qui veulent très bien et très vite réagir. En ook sinds vorige week donderdag is er een nieuwe tracing mogelijkheid ontwikkeld, waarbij dus personen die positief testen een sms gaan krijgen, waarbij ze dus uitgenodigd worden om zelf online hun hoogrisicocontacten gaan aan te geven. Daarnaast wordt ook aan hen gevraagd of ze in bepaalde collectiviteiten geweest zijn, dus waar ze nog geweest zijn in de afgelopen 12 dagen. En op die manier dus, gaat dus eigenlijk het werk van het callcenter verlicht worden. En anderzijds ook voor de mensen die goed digitaal geconnecteerd zijn, waarschijnlijk ook het werk van de tracing ietsje sneller maken. Dus gelanceerd geweest vorige week donderdag. We hebben er nog geen resultaten van, maar we denken wel dat het een mooi complementair gebeuren is dus tussen het callcenter enerzijds, die nog altijd de mensen gaat opbellen die de gegevens niet online invullen. En dus mensen die minder digitaal geconnecteerd zijn, gaan op die manier nog altijd een goede opvolging krijgen door het callcenter. Maar anderzijds de mensen dus die wel goed digitaal geconnecteerd zijn, kunnen op die manier snel hun gegevens ingeven. En kan dus eigenlijk ook de hoogrisicocontacten onmiddellijk verwittigd worden en dus ook een code krijgen. Dus zeker op te volgen in de komende dagen wat daar de eerste resultaten van zijn en hoe we dat verder kunnen optimaliseren. Et donc ici, vous voyez juste quelques écrans, donc comment, qu'est-ce qu'il faut renseigner, etc. Donc c'est un questionnaire qui est assez bien fait, donc où on doit justement
de renseigner les symptômes, les contacts à haut risque, les différents établissements, etc., où on a été, et alors le soumettre pour que les codes pour les contacts à haut risque peuvent être générés et que le call center également peut informer les différentes collectivités pour voir s'il y a aussi des cas à haut risque. Voilà la situation alors vaccinale. Donc, ce sont les chiffres d'avant-hier, donc il n'y a pas eu d'update. Mais donc, on a quand même, depuis fin de la semaine passée, on a maintenant dépassé le seuil de 60% de couverture totale des Bruxellois, donc en première dose. Et donc, sans doute que les deuxièmes doses vont vite suivre. Et donc, avec les différentes catégories qui continuent à augmenter encore. On a entre-temps déjà fait presque 1,6 million de doses dans la région. Il faut encore ajouter les troisièmes doses, je vois maintenant, désolé pour ça. Et on voit également donc, que les centres de vaccination reste quand même toujours la partie où se trouve la plus grande partie des vaccinations, avec le centre de Pacheco qui a administré 200 000 doses hier, donc félicitations. Et alors les équipes mobiles quand même qui prennent aussi une bonne partie dans la région. Également, et donc ça on a vu donc la semaine passée, on a quand même vu qu'il y a eu une très bonne réussite donc de la troisième dose, de la dose de rappel la semaine passée, où on a utilisé donc 40 000 doses, donc sur une capacité de 50 000, donc déjà une très belle augmentation. Où on voit donc notamment que c'est surtout les doses de rappel où on a monté de presque 12 000 il y a 2 semaines à 17 500 la semaine avant et maintenant 30 000 doses de rappel. Et donc les premières doses qui diminuent un tout petit peu et les deuxièmes doses qui suivent donc toujours le schéma d'il y a quelques semaines avant. Et donc, on a également vu que la plateforme Bruvax qu'on a lancée pour l'inscription des troisièmes doses, donc dimanche passé, le 29 novembre, jusqu'à hier soir, on a eu 78 000 réservations pour les doses de rappel. Donc, ça veut dire que la stratégie a très bien fonctionné. On a permis donc à tous les Bruxellois éligibles déjà de prendre rendez-vous pour leur troisième dose. Et donc, on voit que les rendez-vous possibles dans les semaines à venir sont déjà bien remplis et que les Bruxellois répondent bien à l'appel. Et entre-temps, donc en parallèle, on continue donc à inviter 50 000 personnes par semaine pour justement permettre que tout le monde reçoit aussi une invitation sur papier dans la boîte aux lettres et qu'ils peuvent encore prendre rendez-vous via le call center ou via Bruvax. Dus eventjes teruggaan. Dus we hebben eigenlijk eind vorige week dus de kap van 60% eerste vaccinatie voor de ganse bevolking overschreden, wat toch ook een mooi resultaat is. En waarbij we dus ook dus bij de 18-plussers dus aan 73 en 71% zitten qua 1 dosis en 2 dosis vaccinatie, wat een mooi resultaat is. En waarbij we dus zien dat we al buiten dus de derde dosis al aan 1,6 miljoen doses ongeveer zitten. Waarbij dus nog altijd de vaccinatiecentra het merendeel van de vaccins uitmaken. En waarbij dus het centrum van Pacheco gisteren de 200.000ste dosis heeft geadministreerd, wat een heel mooi resultaat is. Maar waarbij we ook zien dus dat eigenlijk de meer gedecentraliseerde locaties meer en meer doses ook aan het doen zijn. We hebben vorige week dus een zeer mooie start gehad van de derde dosis eigenlijk, van de campagne rond de derde dosis, die officieel aan de start is gegaan voor de ganse bevolking. Waarbij we dus zien dat we vorige week dus 40.000 doses hebben kunnen administreren, ten opzichte van 29 de week ervoor en 25,5 nog een weekje vroeger. Waarbij die stijging vooral gesitueerd is in de dozen van de rappels. En waarbij de eerste dozen een klein beetje gezakt zijn, maar toch nog altijd op 5.500 blijven. Daarnaast zien we ook dat onze strategie zeer goed gewerkt heeft om Bruvax dus open te zetten voor de personen die een afspraak wilden maken al voor een rappeldosis. Waarbij we dus zien dat eigenlijk dus de reservaties voor de komende weken goed worden opgevuld. Doordat er 78.000 personen al een afspraak hebben gemaakt sinds de start van het platform, dus zondagavond 29 november.
En dus waarbij de volgende weken mooi worden opgevuld. En daarnaast nodigen we dus elke week 50.000 personen uit om op die manier ook ervoor te zorgen dat iedereen toch nog ook die brief in de bus krijgt en op die manier ook nog altijd zeker is dat hij of zij weet dat hij zich kan inschrijven en dus zich kan ook laten vaccineren. Et donc, on a depuis donc, le début maintenant, on a déjà plus que moitié des 65 plus qui a reçu une dose de rappel. Ça, il faut voir ces chiffres sur les 83 personnes, 83% des personnes de 65 plus qui ont reçu une première et une deuxième dose. Donc, c'est quand même déjà un bon chiffre de plus que 60 personnes. Les personnes immunodéprimées, là, on est déjà à 60% des gens qui étaient invités. Les résidents dans les maisons de repos ont été bien injectés, donc ils sont bien protégés maintenant. Et donc, on a déjà fait entre-temps 126 000 troisième doses. Ces doses de rappel, on fait ça donc avec les vaccins de Pfizer et de Moderna, qui sont donc 2 vaccins mRNA qui sont très efficaces contre le Covid. Et on dit que tout le mélange est possible. Donc, ça veut dire qu'après un Johnson ou un AstraZeneca ou un Pfizer, on peut avoir un Moderna. Après le Moderna, on peut avoir un Moderna. Après un Moderna, on peut également avoir un Pfizer, etc. etc. Donc, en fait, peu importe le premier vaccin, le deuxième peut être ou bien un Pfizer ou bien un Moderna. Et il faut évidemment toujours bien respecter les délais de 2, 4 ou 6 mois après la dernière dose des différents vaccins qui sont mentionnés ici sur de slide. Ja, dus de campagne rond de rappeldoos is inderdaad goed begonnen. Met al 52% van de 65-plussers die een derde dosis heeft gekregen. Dit is in vergelijking met de 83% van de 65-plussers die de eerste 2 doses had gekregen. Dus we zitten daar toch wel goed boven de 60%. De immunodeprimees zijn ook op 60% van de mensen die uitgenodigd zijn. Het grootste deel van de mensen in de woonzorgcentra is gevaccineerd geweest. Er blijven nog een paar woonzorgcentra over, waar dus clusters waren en die dus eventjes moeten wachten om die rappeldosis te kunnen administreren. En dus in totaal hebben we al 126.000 derde doses kunnen administreren. Ja, dus eventjes voor herhaling wordt dus de rappeldosis altijd met Pfizer en Moderna gegeven. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke dosis je eerst hebt gehad. Daarna kan je of een Pfizer of een Moderna krijgen. Maakt niet uit wat de eerste dosis was. Dus zelfs met een eerste dosis Pfizer kan men als derde dosis ook Moderna krijgen en omgekeerd. We moeten dus telkens dus die doorlooptijden respecteren en dus pas na 2, 4 of 6 maanden na de laatste dosis de rappeldosis krijgen. Ja. Donc, comment on peut prendre rendez-vous? Donc, pour la troisième dose, donc, il y a toujours les centres de vaccination et plusieurs antennes où on peut prendre rendez-vous dans Bruvax ou en appelant le call center. Et également, donc, on a nos plus ou moins 20 pharmacies pharma on tour, où il y a également des slots qui sont prévus pour se faire vacciner en pharmacie. Et donc là aussi, l'UPB a mis en place une plateforme avec Doctena, où donc il y a aussi des rendez-vous possibles et où donc les gens peuvent bien prendre rendez-vous pour se faire vacciner en pharmacie à certains moments. Et donc toutes les infos sont toujours disponibles sur coronavirus.brussels. Dus we kunnen op verschillende plaatsen voor die rappeldosis afspraken maken. Dit zowel in de vaccinatiecentra als de antennes, waar dus via Bruvax of het callcenter een afspraak kan gemaakt worden. En daarnaast heeft dus de UPB ook voor de verschillende apotheken waar kan een vaccin gehaald worden, ook een website gemaakt op Doctena, waar dus ook een afspraak kan gemaakt worden voor zijn vaccinatie. En dus alle informatie is dus beschikbaar op coronavirus.brussels. Dus we zien hier nog altijd dus dat we nog altijd verder gaan met de verschillende mogelijkheden om te kunnen zich laten vaccineren. Waarbij we dus een onderscheid maken dus voor het grote publiek, laat ons zeggen, van de vaccinatiecentra en de antennes. En dan eigenlijk voor zeer specifieke publieken waar er eigenlijk een aantal kleinere antennes, de bussen, zeer specifieke groepen voor vaccinatie, bijvoorbeeld bij mensen thuis, voor de sekswerkers, voor de daklozen enzovoort worden op pad gestuurd. Dus de farmacies, de geneesheren en dus ook de antennes van de mutualiteiten. En dus hier in het midden staan natuurlijk de collectiviteiten, waarbij dus bijvoorbeeld het personeel in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen in de collectiviteit wordt gevaccineerd. En dan natuurlijk ook de residenten van de woonzorgcentra ook bij de collectiviteit wordt gevaccineerd. Et donc on continue donc avec notre dispositif
dispositif, donc pour le grand public, les centres de vaccination et les antennes qui sont là, avec donc pour les publics spécifiques quelques antennes, ça doit être des antennes des Vaccibus, nos équipes Vaccine for All, donc qui vont vacciner les personnes grabataires, les travailleurs de sexe, les sans-abri, etc., les différentes pharmacies, les médecins généralistes, et donc également les antennes qu'on a mis en place ensemble avec les mutuelles pour des publics qu'on ne va pas toucher, donc avec les grands centres où on peut facilement prendre rendez-vous. Ici, c'est plutôt sans rendez-vous, même s'il y a des lieux comme avec les pharmacies où on peut également prendre rendez-vous. Et au milieu se trouvent les collectivités, donc où on va vacciner à la fois, donc par exemple, le personnel dans les hôpitaux et les maisons de repos qui se trouvent plutôt, disons, grand public, et de l'autre côté aussi les résidents de maisons de repos qui se trouvent plutôt dans le public spécifique. Et donc avec tout ça, évidemment, on continue à vraiment très intensivement travailler sur l'information et la sensibilisation, aussi bien pour le grand public que pour les publics spécifiques, donc avec des sessions de sensibilisation qui continuent de plus en plus intensives également. Ici, vous voyez donc toujours quelques photos de tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on fait. Et donc, il y a aussi, par exemple, donc des pharmacies qui préparent maintenant également donc, les seringues pour des petites antennes aux alentours et que ça fonctionne très bien. Donc, on est en train encore d'étendre le scope de ces pharmacies satellites. Ça fonctionne très bien et donc on a des régions où ça a été avancé le plus loin déjà. On a donc les places Faget, Gare des Jets qui existaient déjà. Le deuxième 1000 doses donc à Pacheco hier. On a réouvert l'antenne dans le stade de foot de Anderlecht avec un peu moins de jours et donc plutôt pour le public anderlechtois qu'en première phase où c'était vraiment un grand centre. Et également donc l'abattoir à Anderlecht. Il y a aussi l'ouverture de Woluwe Saint-Lambert qui est liée avec une des pharmacies et d'Etterbeek et d'Evere la semaine passée, donc plusieurs antennes qui ont vu la lumière. Et également, on a eu vraiment l'honneur de pouvoir vacciner Saint-Nicolas, qui était spécialement venu de l'Espagne. Et donc, on a donné une seringue de la Belgique pour ce monsieur-là, qui était évidemment bienvenu dans nos locaux. Dus we gaan hier altijd verder met onze acties. Hier zien een aantal voorbeelden. Dus ik denk mooi om te vermelden is inderdaad dat wij een aantal apothekers hebben die ook spuiten voorbereiden voor andere vaccinatiepunten. Waar we dus eigenlijk ook een stapje verder aan het gaan zijn dus dan de andere regio's om al naar het toekomstig model toe te werken. Waar ze dat doen voor de antenne voor bijvoorbeeld in Sint-Lambrechts-Woluwe die vorige week is opengegaan. En naast de verschillende zaken die al geopend zijn, die we al vermeld hebben, zijn er ook in Anderlecht dus de antennes opengegaan in het slachthuis en opnieuw in het voetbalstadium, in een minder grote ampleur dan de vorige keer, vandaar een antenne. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook nog in Etterbeek en Evere ook nog nieuwe plaatsen geopend. En we hebben ook de eer gehad om Sinterklaas te ontvangen, die speciaal van Spanje is gekomen, om te kijken hoe de vaccinatie in Brussel werkt en zich daar dan ook een derde spuitje heeft laten zetten, tot ons groot genoegen uiteraard. Voilà, pour terminer, donc les consignes qu'il faut continuer à poursuivre, certainement dans notre région où la contamination continue quand même encore un peu augmenter. Voyons dans les jours et les semaines à venir qu'est-ce que ça va donner. Évidemment également en lumière des dernières mesures qui ont été prises par le comité de concertation de vendredi passé. Mais donc, essayons de respecter au maximum pour quand même assurer des fêtes fin d'année qui peuvent se passer, espérons, en bonne situation de famille. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous les partenaires, à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dispositif depuis de très longs mois et qui continuent quand même à travailler tous les jours très dur pour justement garder ce virus sous contrôle. Voilà, ik weet niet of er vragen zijn. Het was precies heel duidelijk. Ah, Zenzen. Oui, bonjour. J'ai quelques petites questions, notamment par rapport à la grève des chauffeurs du bus Keolis. Est-ce que c'est désormais résolu?
Ou bien est-ce que vous n'avez pas encore trouvé de solution par rapport à ça? Ça a été résolu, donc la grève a été levée, pendant le week-end et donc normalement ils allaient redémarrer hier, mais comme il y avait la grève des transports en commun, ils ont pas fait et donc, à ma connaissance, mais j'ai pas eu la confirmation, mais je pars du principe qu'ils ont recommencé, sinon j'aurais eu l'information. D'accord. Au niveau de la 3e dose, je me demandais un petit peu à partir de quand est-ce que, ce sera nécessaire d'avoir cette dose de rappel pour avoir un CST, en ordre? C'est des discussions qui sont en cours, mais il y a rien qui a été décidé. OK. Et pour, par rapport aux dernières mesures, qui ont été, prises lors, du, Codeco vendredi passé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, il fallait les prendre plus tôt comme certains, experts le disent? Mais je pense qu'en effet, que sans doute qu'on aurait pu éviter quand même, des augmentations, qu'on a vues maintenant et également donc aussi, des mesures qui sont un peu, heu, plus disons, plus cohérents et donc, plus et qu'il y a moins de «basculement» entre guillemets pour la population. Maintenant, c'est toujours un exercice qui est difficile, où il faut, voilà, où le comité de concertation doit aussi évidemment se concerter et donc, où il faut aussi trouver un peu le consensus. Mais je pense qu'en effet que si on pourrait agir un peu plus tôt, que, on pourrait aussi éviter que par après il faut prendre des mesures assez, fortes. Maintenant, dans notre région, comme on l'a déjà expliqué, on a gardé les règles en place, donc par exemple avec le port du masque, hein, pendant le mois de septembre et cetera et on voit quand même qu'avec ça, on a quand même pu tenir, les chiffres un peu mieux sous contrôle, même si, voilà, ils continuent aussi à augmenter, donc ça reste aussi quelque chose de très difficile à maîtriser, je pense. Mmh. Il faut aller plus loin au niveau des mesures pour, justement éviter la saturation, des soins intensifs? Bah, je pense que ce sont des questions, qu'il faut poser aussi maintenant aux experts, aux GEMS, hein. On voit qu'aujourd'hui, les chiffres commencent à se stabiliser un tout petit peu pour la Belgique, voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça reste toujours le plus important que, chaque personne essaye d'adhérer au mieux, hein, aux règles qui sont demandées et même au-delà de ça, justement, quand il y a, le moins de contact entre les gens, on sait que ça va avoir un effet positif. Donc le plus que de contacts qu'il y a, le plus qu'il y a des contaminations et mais on sait évidemment qu'on est tous des humains, d'où aussi le message de quand même demander de faire des tests, et «d'autotests» entre guillemets avant d'aller visiter, voilà, des personnes vulnérables ou de se mettre dans un groupe un peu plus grand. OK, super, merci beaucoup. Eva? Hallo, goedemiddag. Een vraagje over Omicron, want ik begrijp dus dat er geen individuele gegevens worden gedeeld. Wat betekent dat dan precies? Gewoon niet de gemeenten en zo, maar mogen wij weten hoeveel gevallen er in Brussel al gevonden zijn? Nee, daarom, we gaan daar niks over communiceren. Dus voorlopig Ja, houden we en gewoon wat is de reden precies? Of waarom vraagt Emmanuel André dat dat dan niet bekend wordt omdat gemaakt? we gewoon willen dat er een algemeen beeld wordt geschetst en dat er, geen zaken partieel worden gegeven, zodanig dat er dan een soort van misinterpretatie zou kunnen komen. Ja, maar het is dus niet zo dat we een soort Omicron-cluster in Brussel niet zouden mogen weten. Nee, Of in zeker niet, Vlaanderen. maar, zeker niet. Maar het is eigenlijk allemaal heel veel met elkaar gerelateerd en dus vandaar ook de boodschap dat we daar liever niet individueel als regio's over communiceren, maar dat we dat liever gemeenschappelijk doen. Ja, maar dus stel, ik zeg nu maar iets, dat wij als redactie een geval zouden kennen, is daar een reden voor dat dat niet gebracht mag worden? Allee, want dat begrijp ik nu niet zo goed. Jullie keuze is wetenschappelijk of wat Het is is... gewoon zo dat we hebben afgesproken dat we liever een gemeenschappelijke communicatie hebben door mensen die daar het volledige plaatje van kennen, dan dat als individuele regio's we een stukje van het verhaal gaan brengen en dat er dan misschien daardoor een verkeerd beeld zou ontstaan. Dat is de enige Ja. reden. Oké, maar jullie zijn dus wel bezig met die intensieve tracing, dus ik begrijp dat er wel een aantal gevallen gevonden zijn.
Ja, zonder daar een absoluut. cijfer op. Oké. Ja. Dan nog een verduidelijking over de bedden op intensieve zorg. Omdat minister Van den Brand vorige week had gezegd dat er nog maar 2 bedden vrij waren. Maar normaal gezien zijn er nog meer bedden in Brussel dan die 99 plus 2. Dus hoeveel bedden zijn er nu eigenlijk dicht door personeelstekorten? Goh, ik denk dat je die vraag best kan stellen aan Pascal Rosière, die dus de Ja, maar dan komt het niet overeen met wat dat Elke Van den Brand heeft gecommuniceerd. Dus dat is een beetje de onduidelijkheid. Pascal Rosière heeft gezegd dat er 110 bedden open zijn, met dus al de bedden die dicht zijn door personeelstekort. Begrijp ik niet zo goed waar die andere bedden naartoe zijn. Hoe bedoelt u? Dus 99 patiënten liggen er nu met COVID in de ziekenhuizen. Er zijn 220 bedden beschikbaar. De helft daarvan, dus 110, is voorbehouden voor COVID-patiënten. En Elke Van den Brand zegt dat er maar 2 bedden vrij zijn. Dus 99 plus 2 is 101. Dan moet je de vraag aan Elke Van den Brand stellen. Maar jullie hebben dat bevestigd, het is ermee. Nee, ik heb vorige week ook gehoord dat er maar 2 bedden voor COVID dan ter beschikking waren en 9 voor niet-COVID, die dan voor COVID zouden ter beschikking gesteld worden. Dus waarschijnlijk zullen die ondertussen zijn toegewezen aan COVID en 2 plus 9 wordt 11. Dus dan zijn we er. Maar opnieuw, ik ben niet aan de bron van die gegevens, dus het beste is om dat met Pascal te bespreken, maar ik vermoed dat dat daar zit. Oké, en dus qua personeelstekort, is daar een reden voor waarom er in Brussel dan meer bedden dicht zijn? Is dat een beetje doordat hier al langer een uitputtingsslag is misschien, doordat de golf minder is gaan liggen? Ik denk niet dat er een groter tekort is in Brussel dan in de andere regio's. Ik denk dat alle regio's daar op hetzelfde niveau zitten. Dat volgens de gegevens van Pascal Rosière niet echt. Het scheelt toch wel een stuk. Ja, oké, dan moet je aan hem de uitleg vragen. Ja. Dus, Oké, nog één vraagje over de apothekers die spuiten voorbereiden, omdat je daar vermeldde dat die zich al voorbereiden op het model van de toekomst. Dus waar gaat dat precies over? Is dat dan voor andere vaccinaties in de toekomst, dat jullie eigenlijk meer willen samenwerken met apothekers, of gaat dat puur over deze vaccins? Ik denk dat het zo is, dus dat dus ook voor de griepspuit bijvoorbeeld, dat daar ook de apotheker die de spuit aflevert. Hè, en dus dat dan de patiënt die meeneemt naar de dokter om de spuit laat administreren. En dus in dat opzicht is het ook logisch dus dat de apotheker de spuiten geleverd krijgt en die ook kan gaan voorbereiden. En dat is ook een beetje het stukje waar we naartoe willen werken. Als op termijn die vaccinatiecentra dichtgaan, dus als we minder grote volumes in één keer gaan toedienen van vaccins, dat we dan met een model kunnen werken waarbij dus de apothekers dus de vaccins kunnen voorbereiden, eventueel zelf administreren als die wetgeving erdoor komt. Of anderzijds dan kunnen leveren aan kleinere vaccinatiepunten, waarbij dus de mensen dan bij een huisdokter of op andere plaatsen waar we die vaccins kunnen aanbieden, waar dan eigenlijk dat op die manier kan gebeuren. Dus met kleinere centra, zoals wij al een stuk doen met die antennes en zo, dus waar we met kleine vaccinatiepunten dicht bij de burger kunnen gaan werken, waar dus eigenlijk minder grote volumes gebeuren op een dag tijd, maar wel op een efficiënte manier en waardoor je die grote vaccinatiecentra eigenlijk niet meer nodig hebt. En in dat opzicht zijn we al een heel stuk geschoten. Dus je gaat bij de apotheek een spuit kopen die dan de huisarts zet, maar ja, maar dus dat is nog een hele stap verder, want eer dat een patiënt zelf die spuit mag meenemen, gaat het moeten zijn dat de spuiten met een unidose worden voorbereid door de fabrikanten. Daar zijn we nog niet. Dus voorlopig is het zo dat de apotheker die dan levert aan de huisdokter of aan het vaccinatiepunt, dus ook op die manier zorgt dat dat ook op een goede manier gebeurt. Dus in lijn met de consignes van de FAG, die daar ook wel nodig voor zijn, om dat op de juiste temperatuur te houden, schokvrij en zo verder. En dus op die manier voor te verzekeren dat die spuit natuurlijk in goede condities blijft. Maar dus als eigenlijk het model stiltjes aan op die manier gaat verder evolueren. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Sabine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Inge, je pense que vous avez déjà répondu à une partie des questions. Maintenant, il y en avait une, et là, je n'ai pas compris toute la réponse que vous avez faite. Ça allait un peu vite pour moi. Mais sur les soins intensifs, donc effectivement, cette intervention de Elke Van den Brand qui a dit la semaine dernière qu'il restait 2 lits intensifs dans la région, ou 4. Voilà, donc il restait bien 2 lits en soins intensifs dans toute la région. Et d'autre part, comment vous expliquez qu'effectivement les hospitalisations restent
stable chez nous et les décès aussi, mais pas les soins intensifs qui augmentent. Voilà votre explication là-dessus. Et la deuxième question, c'était concernant les centres de vaccination dans le cadre de la campagne de la 3e dose. Donc, il y en a combien finalement dans les centres qui sont ouverts aujourd'hui? Et est-ce qu'il est question d'en rouvrir, comme par exemple le centre, certains des centres qui avaient été fermés, et comme le ESL par exemple, et qui, en tout cas jusqu'ici, il n'était pas prévu, si mes informations ont été bonnes, de les rouvrir. Oui, donc sur la première question, donc les soins intensifs, donc il faut demander les vrais chiffres, etc., et les informations en détail à Pascal Rosière, qui suit ça, donc le médecin inspection hygiène fédérale, qui est responsable pour ça, parce que c'est une matière fédérale et pas régionale. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai entendu également qu'il y avait encore 2 lits soins intensifs pour le Covid et 9 pour le non-Covid qui est disponible. Et j'imagine que les non-Covid ont été convertis en lits Covid entre-temps, qu'il reste encore 11. Donc c'est ça pour moi l'explication. Mais de nouveau, il faut demander à Pascal pour être sûr de tout ça, parce que c'est lui qui est la source des informations. Ça va. Et donc voilà, donc il reste encore des lits, c'est sûr, mais pour le moment, voilà, le chiffre qu'on montre, les pourcentages sont allez, plus élevés, entre guillemets, parce que la vraie capacité est moindre que la capacité théorique. C'est ça le message que je voulais donner. Sur la 3e dose, donc on a aujourd'hui une capacité qui dépasse déjà 50 000 doses par semaine. La semaine prochaine, on va même être à 60 000 doses par semaine. Donc, cette semaine, c'est entre les deux. Et donc, avec ça, on a certainement assez pour pouvoir administrer la 3e dose. Donc, on a vraiment choisi de garder les 5 centres, donc les 4 qui étaient ouverts. On a réouvert l'hôpital militaire pour avoir des grands volumes. Et à côté de ça, on privilégie maintenant donc des centres un peu moins de capacité, qui sont plus proches de la population, etc. Et avec donc le dispositif qu'on a commencé à mettre en place depuis l'été, qui est maintenant aussi devenu possible parce que maintenant on a plus de flexibilité, disons, en transport et logistique pour les vaccins. Au début, c'était impossible de transporter encore un vaccin Moderna, par exemple, ou d'avoir le vaccin de Pfizer décongelé pendant plusieurs heures, voire des jours. Tout ça, c'est devenu beaucoup plus simple, ce qui nous permet justement d'avoir des plus petits centres à plus de proximité des gens et des citoyens, et donc raison pour laquelle on a choisi pour ça. Et avec les 60 000, on a la même capacité qu'on avait au pic pendant la première phase, donc il y a rien pour s'inquiéter. Dernièrement à ça, c'est que toutes les personnes qui sont éligibles pour une 3e dose, qui sont éligibles avant la fin de l'année, peuvent avoir avec cette capacité leur 3e dose pour au plus tard mi-janvier. Ce qui veut dire qu'il y a un délai qui est très 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 court, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de plus de capacité, ce qu'on a mis en place. Ok, très bien, merci. Voilà. Avec ça, je propose qu'on clôture. Merci pour votre présence et à la semaine prochaine. Dankjewel allemaal en tot volgende week. Bye bye. Au revoir.